Donc, bonjour, bienvenue à ce webinaire du Réseau rural breton en partenariat avec la chaire Territoire et Mutation de l'Action publique de Sciences Po, l'Institut Agro Rennes-Angers. Cette rencontre, la première du nouveau cycle de l'année 23-24, est sur la question de l'Europe à la campagne. Je laisserai ma co-animatrice Catherine Lédin vous en dire un petit peu plus. Et pour ma part, je vais vous faire un petit rappel du réseau rural en Bretagne. Donc, le réseau rural, c'est un outil pour partager des questions et des enjeux qui touchent les acteurs ruraux. Et c'est aussi un outil pour aider à défricher des nouveaux sujets et partager des initiatives rurales. C'est un outil qui est prévu par le FEADER et qui sert notamment à l'appui au déploiement du programme Leader, même s'il ne sert pas que à ça. C'est dans le cadre du réseau rural que nous vous proposons régulièrement des webinaires, soit avec des retours d'expérience sur des initiatives rurales, soit pour prendre un petit peu de recul sur les enjeux qui concernent les ruralités. C'est plutôt dans cet angle-là qu'on est là aujourd'hui. Et donc, je vais laisser d'abord Romain Pasquier, titulaire de la chaire, nous parler un petit peu plus de ce qu'est cette chaire, avant de passer la parole à Catherine Lédin pour lancer le sujet du jour. Je vous remercie. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez clairement. Simplement pour vous dire que la chaire Territoire et Mutation de l'Action publique, elle a bientôt 9 ans. On l'a créée en 2015 avec quelques collègues, notamment Marc Rousseau, dont je vois qu'il est connecté et que je salue. C'est une chaire qui regroupe un ensemble de partenaires publics et privés, dont la région Bretagne, les départements, etc. Et effectivement, c'est une chaire qui a plusieurs objectifs, euh, en particulier de contribuer à des recherches fondamentales, à des recherches-actions, mais aussi à un travail de vulgarisation ou de valorisation dans l'espace public de travaux de recherche. Donc, on a 3 axes, pour le dire vite, la gouvernance, les transitions et les solidarités. Et voilà, on organise des colloques, on participe à des programmes de recherche. Le dernier en date, c'est le programme POPSU sur transition écologique et changement d'échelle de la coopération avec Red Métropole et 15 EPCI de toute la Bretagne. Donc voilà, et donc depuis quelques années maintenant, avec le réseau rural et l'Institut Agro Rennes-Angers, et puis surtout évidemment sous l'impulsion et la baguette de Marianne et Catherine, on contribue à ce webinaire sur les nouvelles ruralités. C'est un programme chaque année extrêmement riche et je les en remercie. On est très fiers d'être avec elles à leur côté. Voilà, à très vite. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous, hein. Donc pour ma part, je suis enseignante et chercheur à l'Institut Agro Rennes-Angers. Les territoires ruraux, c'est un sujet à cet institut. Donc pour rappeler, c'est le nouveau nom en fait de l'école d'agronomie. Alors aujourd'hui, on a 4 sites, hein, Dijon, Montpellier, Rennes et Angers. On est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, hein, et on investit les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, de l'environnement, du paysage, des territoires. On a des cursus ingénieurs, mais on s'est largement diversifié avec des cursus licence, master et doctorat. Donc, on est ravis de co-organiser ce webinaire avec les collègues, si je puis dire, hein, du réseau rural et de la chaire TEMAP. Et donc, cette année, on engage le 2e cycle de webinaires sur les ruralités. Et si l'année dernière, on avait fait une thématique générale, cette année, on a plutôt des attentions sur des sujets particuliers liés à l'actualité. Alors, on commence ce premier webinaire aujourd'hui sur l'Europe à la campagne. Je pense que vous savez tous qu'on arrive bientôt en 2024 à des nouvelles élections européennes. Donc, c'est un sujet qu'on a trouvé un peu opportun de parler de l'Europe à la campagne. Vous le savez tous, l'Europe soutient fortement les campagnes à travers sa politique agricole commune, à travers
j'allais dire aussi sa politique commune des pêches quand on soutient le secteur maritime et de la pêche, avec le développement régional. Et pourtant, on peut observer qu'il y a des comportements qui sont un peu sceptiques dans les campagnes vis-à-vis de l'Europe. Alors, comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a des évolutions récentes? Quel est l'avenir finalement de l'Europe à la campagne? Donc, ce webinaire se propose de discuter, renseigner ces points-là. Et pour cela, nous accueillons 4 personnes. Donc Romain Pasquier, hein, qui est multicasquette aujourd'hui, puisqu'il est non seulement pour la chaire, mais il est là aussi en tant qu'intervenant. Joseph Ménard, qui est vice-président en charge des territoires de la Maison de l'Europe à Rennes et en Haute-Bretagne. Lydie Massard, élue régionaliste dans le groupe Vert et au niveau de l'Europe et aussi habitante d'un territoire rural. Et enfin, Amran Chamuzo, qui est lycéenne et présidente de la Junior Association des pays et vous de Binic-Étable-sur-Mer. Donc, je vais commencer par donner la parole à Romain Pasquier. Alors, une présentation un peu plus complète de Romain Pasquier. Il est directeur de recherche au CNRS, donc titulaire de la chaire TEMAP. Il est conseiller scientifique à l'Institut de la gouvernance territoriale et de la décentralisation. Il est également directeur de la recherche à Sciences Po Rennes. Donc, tu es un spécialiste de l'analyse des politiques territoriales en Bretagne, en France et en Europe. Et tu as réalisé un travail en 2020 pour analyser et explorer le rapport singulier des Bretons à l'Europe. Et c'est ce travail qui a été cofinancé par les fonds européens et régionaux et réalisé dans le cadre de la chaire TEMAP, qui a donné lieu à un rapport disponible sur le site de la région, Les Bretons et l'Europe, une passion politique en transformation. Et tu vas nous présenter ce travail-là. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine, pour cette présentation effectivement complète. J'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, je vais essayer de poser un certain nombre de jalons pour essayer de comprendre le rapport de la Bretagne à l'Europe et en particulier en essayant de faire un focus sur les campagnes bretonnes et leur rapport au projet européen. Les 3 questions que je voulais aborder avec vous, c'était un peu la question finalement de l'europhilie de la région Bretagne, essayer de comprendre pourquoi cette région qui est traditionnellement europhile résiste tant bien que mal aux sirènes de l'euroscepticisme auxquelles tant de régions, tant de territoires ont succombé. Et en particulier, évidemment, dans les campagnes, où dans beaucoup de pays européens, les campagnes, par rapport aux villes, sont traditionnellement plus eurosceptiques qu'ailleurs. Et donc, voir si en Bretagne, ça se vérifie, dans quelle mesure, à quelle ampleur cela peut prendre, et puis surtout évoquer les facteurs d'explication de cet euroscepticisme modéré qui progresserait en Bretagne. Alors, effectivement, comme l'a dit Catherine, tout ça est le fruit d'un travail que m'avait demandé la région Bretagne sur les Bretons et l'Europe. Ils avaient conduit toute une série d'enquêtes à travers des enquêtes d'opinion publique assez générales avec un échantillon breton, mais aussi des échantillons particuliers sur le monde de la pêche et le monde de l'agriculture. Et donc, ça avait donné lieu à un petit opus, les Bretons et l'Europe, une passion politique en transformation. Et c'est sur un certain nombre de ces résultats que je vais m'appuyer aujourd'hui pour vous faire part un peu de ces quelques jalons. Alors, en sachant évidemment que voilà, les données que je mobilise, elles ont 3 ans, donc voilà, ça a pu changer un peu, et en même temps,
il n'y a pas de rupture hein, dans les opinions publiques, il n'y a pas quand même des ruptures en l'espace de 2-3 ans qui invalideraient, en tout cas je l'espère, ma thèse. Alors, premier point que je voudrais d'abord, encore une fois, développer devant vous, c'est qu'on a une Bretagne très majoritairement europhile. On le voit dans la société régionale, on le voit dans l'ensemble des catégories sociales. Alors, il y a des variations, mais en moyenne, c'est quand même assez net. Il y a des variations aussi territoriales et des variations sectorielles, j'y reviendrai, mais ça reste relativement faible au regard d'autres régions françaises. On peut parler, on peut penser aux Hauts-de-France, on peut penser à la Normandie, on peut penser aussi à l'Aquitaine. Alors, par exemple, si on regarde le sentiment européen en 2019, eh bien, on se rend compte que 72% des Bretons se sentent européens. En 2018, c'était 62%, en 2017, c'était 69%. C'est pratiquement 10 points de plus que la moyenne nationale. Et si ça, voilà, alors on voit bien qu'il y a eu un effet gilet jaune en 2018, que toutes les manifestations qu'il y a pu avoir sur voilà, le fait qu'un certain nombre de catégories populaires, et notamment en milieu rural ou en zone périurbaine, ne puissent pas être suffisamment prises en compte, a eu un effet hein, sur, on va dire, le sentiment populiste et donc sur l'euroscepticisme. Mais un an plus tard, ce n'est déjà plus perceptible et les conditions socio-économiques s'améliorant assez nettement en France et en Bretagne, on voit voilà, un sentiment européen quand même assez largement majoritaire dans la société régionale. Alors, on voit bien que, alors vous voyez ce graphique, par âge et par profession, on voit bien évidemment que ce sont plutôt des classes sociales aisées qui sont les plus convaincues par l'Union européenne, qui sont le plus convaincus de se sentir citoyens hein, de l'Union européenne. Hein. Ils étaient, vous voyez, en 2018 pour les cadres et professions supérieurs un peu plus de 65%, ils sont 88% en 2019. Hein. En revanche, pour les ouvriers, ils étaient moins hein, de 50%, 47% en 2018 et ils sont 58% en 2019. Même chose pour la variable âge, c'est les jeunes, hein, les 15-29 ans, et les plus âgés, les 60 ans et plus, donc finalement ceux qui ont été le plus près des débuts du projet européen et de sa référence au plus jamais ça, c'est-à-dire aux guerres européennes, qui voilà, apportent leur soutien le plus net et le plus massif, même si les autres ne sont pas si loin que cela. Alors, lorsqu'on regarde ensuite les variations territoriales, là, évidemment, les choses deviennent tout à fait intéressantes. On se rend compte que en 2018, effectivement, les campagnes bretonnes ont décroché par rapport à leur europhilie traditionnelle. Elles sont minoritaires en 2018 à être favorables, en tout cas à se sentir citoyens de l'Europe. 48%. Mais un an plus tard, ça fait un bond de plus de 20%. Donc là, il y a un effet conjoncturel, un effet crise des Gilets jaunes qui est très net. Même chose, évidemment, pour les zones périurbaines et sur les zones urbaines, mais on voit bien que c'est la zone rurale, hein, les zones rurales, celles qui ont le plus manifesté avec les Gilets jaunes, qui finalement ont transcrit
leur sentiment de frustration à la fois sociale, à la fois territoriale, par un réflexe plus eurosceptique. Donc encore une fois, ce soutien relativement élitiste et urbain à l'Europe, qui est une tendance extrêmement forte, qui est quasiment une loi d'airain de la construction européenne, on la retrouve en Bretagne, même si celle-ci est évidemment moins marquée, plus diffuse, dans la mesure où cette région, encore une fois, est majoritairement europhile. Donc, ce sont les artisans, ce sont les agriculteurs, ce sont surtout les ouvriers qui restent, ou les inactifs, qui restent les plus réticents en période de crise à accorder un soutien plein et entier à la question européenne. Donc, j'ai envie de dire que la Bretagne n'échappe pas à ce soutien élitiste à l'Europe, mais que c'est un soutien plus léger que dans d'autres régions européennes. Les zones rurales, aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, restent aussi majoritairement europhiles, et ça, c'est une vraie distinction par rapport à beaucoup d'autres régions françaises, encore une fois, ou européennes. Alors, on peut évidemment avoir cette confirmation avec un détail de représentation projetée sur l'Europe à partir de la catégorie socio-professionnelle. Vous voyez, est-ce que pour vous, l'Europe, c'est un espace de liberté? Eh bien, pour 35% des cadres, c'est le cas. C'est aussi la majorité, c'est là aussi, vous voyez, une majorité d'agriculteurs qui pensent cela. Donc, on voit bien que pour les agriculteurs et les exploitants en général, on voit bien que c'est la politique agricole commune, le marché agricole commun qui prédomine dans la vision de l'Union européenne. On n'a pas là ça aurait pu être intéressant d'avoir les pêcheurs, mais en tout cas, ceux qui sont destinataires d'une politique sectorielle européenne dédiée reconnaissent l'Union européenne avant tout comme un marché. Et une organisation politique ou une force économique. Là, vous voyez, les agriculteurs sont beaucoup plus réticents. Pour eux, ce n'est pas forcément une force économique, mais c'est un peu la réalité de leurs activités professionnelles. C'est un espace, effectivement, de circulation de biens et de personnes. Mais ils sont quand même 18% de ces agriculteurs à penser que l'Europe est un beau symbole. C'est la profession qui le remarque le plus, qui accorde au projet européen cette représentation symbolique. Seuls 3% des cadres et professions intermédiaires le pensent. Donc on voit bien que les agriculteurs sont attachés à l'Union européenne, et donc ça corrobore bien le fait que les zones rurales, bien qu'ayant un potentiel d'euromorosité en cas de crise, le secteur agricole sait d'une certaine manière ce qu'il doit à l'Union européenne, et en particulier en Bretagne. Alors, comment expliquer cette europhilie majoritaire en Bretagne, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale?
J'y vois trois séries de facteurs, des facteurs culturels, des facteurs économiques et des facteurs politiques. Euh, Premier facteur culturel, c'est une région périphérique. Ça, c'est un mot important. C'est une région agricole, maritime, située à la périphérie ouest du continent européen, avec une culture singulière, avec des langues singulières, avec un sentiment d'appartenance extrême. Dans des enquêtes qu'on a pu mener, c'est plus de 50% des Bretons qui se sentent autant bretons que français, et même 25% de Bretons qui se sentent plus bretons que français. Et les années 60, vous avez un attachement très fort dans... Ce que je vous propose, c'est qu'on commence le point suivant et on reviendra sur les facteurs explicatifs quand on aura rétabli la connexion avec Romain Pasquier. Catherine, tu me... Oui, je suis d'accord avec toi. Ok. Donc, vraiment désolée de ce souci technique. C'est j'allais dire, c'est l'inconvénient de le faire en live, mais Exactement. Donc, je vous propose, après, on a eu déjà pas mal d'éléments sur ce portrait du sentiment européen des Bretons. Je vous propose de donner la parole à Monsieur Joseph Ménard, qui est vice-président en charge des territoires à la Maison de l'Europe à Rennes et en Haute-Bretagne. Joseph Ménard, est-ce que vous pouvez... Oui, vous êtes bien là. Euh, Déjà, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre parcours? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, quelques mots pour me présenter. Je suis vice-président de la Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne. Et donc, nous sommes effectivement une équipe de bénévoles d'origine très diverses qui, effectivement, portons donc ce message de l'Europe. Et mon parcours, donc, je suis quelqu'un qui a été d'abord agriculteur, c'était ma profession. Donc, tout ce qui va être dire Romain Pasquier m'intéressait, me passionnait. Et puis, donc, j'ai assumé des responsabilités syndicales et dans le monde consulaire, donc président de chambre d'agriculture d'Yvelines et membre du bureau national. Et puis, j'étais aussi maire de ma collectivité. Donc, voilà. J'ai participé aussi de nombreuses fois à des négociations à Bruxelles sur la problématique environnementale au titre du monde agricole. Voilà pour ma présentation. Oui, pardon, je ne suis pas entièrement concentrée sur notre échange parce que j'essaye en même temps de sécuriser deux interventions. Mais pardon, est-ce que vous pouvez nous présenter la Maison de l'Europe, qui la En quelques compose mots, donc, depuis... la En Maison de quelques l'Europe mots, ouais. a été créée il y a une vingtaine d'années donc, par Madame Hutin, donc effectivement, portant ces valeurs de l'Europe, où effectivement, il fallait effectivement tourner la page de ce qui s'est passé donc, au début du siècle passé. Et donc, c'était aussi pour rapprocher l'ensemble des citoyens donc, français et européens de l'Europe. Effectivement, l'Europe, c'est quelque chose de relativement complexe et on a besoin de retrouver ce lien donc, entre nos citoyens et l'Europe. Donc, la Maison de l'Europe donc, est là pour remplir cette mission. Elle le fait à différents niveaux. D'abord, en rencontrant les jeunes des collèges et des lycées, donc par une convention avec le département d'Ille-et-Vilaine et aussi avec la région Bretagne, pour donc intervenir, expliquer donc à ces jeunes donc l'Europe dans son quotidien, l'Europe aujourd'hui, donc comment elle est constituée, comment elle évolue. Nous organisons aussi des rencontres sur le terrain, c'est ma fonction, donc je suis animateur, ce que l'on appelle les relais, donc un lien avec les collectivités, donc avec nos communes, pour expliquer d'une part aux élus le fonctionnement de l'Europe, parce que quand on fait des sondages au niveau des citoyens et en particulier des élus, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance, je dirais, une grande méconnaissance de l'Europe, de ce qu'elle peut apporter aux citoyens, mais de ce qu'elle peut aussi apporter aux collectivités. Et puis, nous organisons donc à la demande des collectivités, et puis nous-mêmes aussi, parfois, nous en prenons l'initiative,
des conférences sur, je dirais, l'actualité, hein, sur ce qui fait aujourd'hui l'Europe au quotidien, les grands enjeux dans lesquels aussi nous sommes engagés les uns les autres. Voilà un peu donc l'émission de la Maison de l'Europe, et nous avons aussi une lettre de liaison tous les mois, donc qui permet aussi de donner l'actualité de l'Europe donc à l'ensemble, je dirais, de nos concitoyens. Alors, avant de continuer sur le fond, tout à l'heure, j'ai coupé votre caméra et en fait, si vous pouviez la remettre, je pense que ce serait plus confortable pour les participants de vous écouter. Ouais. Merci beaucoup. Euh, donc, le rôle de la Maison de l'Europe, c'est de faire connaître l'Europe auprès de la population et notamment sur le territoire. Donc, la Maison de l'Europe intervient beaucoup, je crois, auprès des jeunes dans des collèges et des lycées, notamment lycées agricoles. Tous les lycées, enfin, pour ce qui me concerne, moi j'interviens plutôt du fait de mon parcours professionnel donc dans les lycées agricoles. Nous intervenons effectivement avec l'équipe de salariés que nous avons. Donc, nous avons 3 collaboratrices à la Maison de l'Europe, donc qui interviennent régulièrement dans tous ces centres de formation, publics, privés, maisons familiales, et moi donc plutôt intervenant donc, sur les lycées agricoles, les collèges agricoles. Mais nous le faisons effectivement sur des thématiques, là aussi à la demande, je dirais, des centres d'enseignement. Voilà, mais nous le faisons, je dirais, c'est notre mission première d'intervenir donc dans les écoles. Lors de la présentation, on a échangé sur une intervention que vous avez eu l'occasion de réaliser auprès d'un groupe d'élus sur un territoire d'Ille-et-Vilaine, auprès de la communauté de communes de Saint-Marc-Montauban. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment ils vous ont sollicité, enfin, quel était le déclencheur chez eux, et puis de quoi vous avez pu échanger avec eux? Comme tout à l'heure, je l'évoquais, donc nous avons dans ce département à peu près une quinzaine de relais, c'est-à-dire une quinzaine de communes et de collectivités ou EPCI, qui régulièrement travaillent sur la thématique de l'Europe, en lien donc avec la Maison de l'Europe. Et donc il y a parfois des groupes qui sont constitués donc localement, c'est-à-dire c'est parfois un élu par commune ou 2 élus par commune qui se réunissent pour parler d'Europe, et nous intervenons donc pour leur donner l'information. Et le sujet qui a été traité donc dans cette communauté de communes, communauté de cité, c'était effectivement de connaître un peu donc ce que l'Europe peut aujourd'hui apporter donc aux territoires ruraux et en particulier donc aux collectivités. On se rend compte que parfois nos collectivités donc s'engagent dans des projets d'investissement parfois relativement conséquents, et parfois l'élu de base n'a même pas conscience qu'il y a un financement européen. Donc, c'est de montrer aussi que, parce que ce sont parfois des dossiers relativement complexes à organiser, c'est parfois d'ailleurs la région qui les organise, qui les met en œuvre au profit des territoires. Donc, c'était d'expliquer que chaque territoire, mais grâce aussi, ça a été évoqué par Romain Pasquier, on est aussi en Bretagne, et si la Bretagne aujourd'hui est aussi, je dirais, aussi enclin à porter les valeurs de l'Europe, c'est parce que on a une vieille histoire en Bretagne. Je n'oublie pas, parce que je suis sans doute un des moins jeunes de l'Assemblée, que dans l'après-guerre, même si je n'ai que 70 ans, mais nos campagnes étaient relativement pauvres donc dans les années 50-60, et que grâce à l'Europe, grâce à la politique agricole commune, eh bien, nos campagnes se sont, je dirais, développées, se sont modernisées, et qui dit effectivement, grâce à l'agriculture, qui a été un des piliers relativement majeurs donc, de notre territoire, et bien d'ailleurs cela, effectivement, ça a généré aussi une dynamique, une vie dans nos communes, dans nos collectivités, et donc l'Europe aussi a pensé par, je dirais, ces fonds que nous appelons donc FEDER, et bien accompagner aussi le développement rural. Donc nous avons pour mission d'informer nos collectivités tout ce qu'elles peuvent, je dirais, aujourd'hui récupérer comme fonds, qui sont aussi alimentés, parce que les fonds européens ne sont pas les seuls non plus qui interviennent. Il y a aussi un complément, c'est souvent du cofinancement, donc avec la France et puis aussi avec les collectivités, la région. Donc on permet, je dirais, d'aujourd'hui de porter parfois de grands projets. Première chose. Deuxième chose, eh bien, c'est d'expliquer aussi qu'un simple citoyen, un simple élu aussi, je dirais, d'une collectivité, peut aussi interpeller l'Europe, parce que l'Europe, c'est pas, enfin, pour certains, c'est quelque chose qui est très éloigné, qui est très loin, et on se rend compte que l'Europe, bien, on peut l'interpeller. Il y a aujourd'hui des réseaux qui existent, des lieux où on peut aujourd'hui prendre nos moyens de communication modernes et puis interpeller, je dirais, aujourd'hui l'Europe pour donc faire part de, je dirais, de nos réserves ou je dirais de nos réflexions pour, je dirais, avancer, parce que l'Europe, pour moi, c'est quelque chose de relativement récent, et on a à construire l'Europe de demain. Donc, les élus sont là aussi pour construire l'Europe de demain, en interpellant donc l'Europe. Et puis aussi, le troisième point, c'est
de permettre à ceux qui pensent que Bruxelles, c'est relativement loin et on ne peut pas y aller, eh bien, d'organiser aussi pour les élus un déplacement à Bruxelles. Et entre autres, nos amis de Samin Montauban doivent être ou sont partis ou viennent d'arriver d'un déplacement donc à Bruxelles pour rencontrer eh bien, ceux qui font l'Europe au quotidien. Et là, c'est tous ceux qui en reviennent de ces déplacements de Bruxelles reviennent, sont beaucoup, avec une approche très différente de celle qu'ils avaient avant de partir. Euh, donc là, auprès des territoires, voilà, vous faites en fait de l'information européenne D'information, on permet aussi. aussi d'échanges, enfin, et puis de temps en temps aussi, pardon, j'oubliais, mais on organise des conférences à la demande des collectivités. Par exemple, à l'heure actuelle, beaucoup s'interrogent sur la transition énergétique, les nouvelles énergies, sur les politiques européennes nouvelles. Et bien là, nous avons capacité, nous, à mobiliser des intervenants au niveau européen, donc soit effectivement dans le cadre tel que ce que l'on vit à l'actuel, à instant T, en webinaire, ou alors aussi en invitant quelqu'un qui peut venir à Rennes pour nous expliquer sa politique. Enfin, je prends autre exemple, mais qui sort un peu des territoires, mais dans le cadre du SPACE, qui est un salon professionnel agricole donc à Rennes, depuis 3 ans, nous invitons donc, des personnalités européennes à venir expliquer donc l'Europe devant nos agriculteurs. C'est le rôle de la Maison de l'Europe, c'est de se recréer ce lien, gérer à tout niveau, au niveau de la jeunesse, au niveau des collectivités, au niveau des populations, pour que ce scepticisme qui est parfois ambiant, eh bien, voilà, diminue au fil du temps. C'est très gentil de m'avoir tendu cette perche du scepticisme ambiant, parce que je voulais justement vous demander, en parallèle avec donc l'intervention de Romain Pasquier, que nous pourrons terminer tout à l'heure, puisqu'il a réussi à se connecter par téléphone, si sur le terrain, vous entendiez, enfin, quel type d'arguments eurosceptiques vous pouviez entendre? Est-ce qu'ils avaient changé au fil du temps? Est-ce qu'ils étaient plus nombreux aujourd'hui ou juste variables en fonction des échos des autres problématiques, comme on a pu commencer à l'apercevoir tout à l'heure avec le propos de Romain Pasquier? Il est clair qu'à l'heure actuelle, quand on interroge, nous, je dirais, la population ou les élus, on l'a fait au SPACE, on l'a fait dans d'autres lieux, on a l'impression effectivement qu'il y a une méconnaissance de l'Europe. Donc, effectivement, c'est pas que les gens sont contre l'Europe, il y a une méconnaissance effectivement de l'Europe. Donc, à mon avis, il y a quand même un problème majeur, c'est l'explication. Et là, je le dis aussi, de temps en temps, je le dis aussi à nos élus de notre pays. Parfois, quand les choses vont bien, ils se l'approprient souvent. Et quand les choses vont mal, mais c'est dans notre langage permanent, hein, on dit c'est parfois à cause de l'Europe, parce que l'Europe, effectivement, génère un certain nombre de réglementations, voilà, de normes, ainsi de suite. Donc, il y a un problème d'explication. Le deuxième point, c'est vrai que originaire du monde agricole et ayant exercé des fonctions dans ce milieu, l'Europe parfois est difficile à comprendre. Je peux aussi l'entendre, mais c'est aussi le rôle des corps intermédiaires. Enfin, j'ai passé aussi mon temps à expliquer, comme malgré tout, les bienfaits de l'Europe vis-à-vis de l'agriculture. Même si elle a beaucoup évolué, parce que je me souviens quand même que l'Europe, dans certains cas, et certains sont toujours restés dans cette idée-là, c'est que l'Europe, c'était d'abord le soutien dans nos productions, je dirais, agricoles et alimentaires, et puis le reste, on n'en parlait pas. Sauf que la société a évolué, et puis la demande sociétale a beaucoup évolué, et qu'aujourd'hui, l'Europe, les citoyens demandent aussi autre chose à l'agriculture, c'est-à-dire s'intéresser aussi à l'environnement, s'intéresser au bien-être des animaux, à la qualité alimentaire, enfin à toutes les formes d'agriculture. Donc ça, c'est parfois difficile à comprendre pour les agriculteurs. Donc il y a un certain scepticisme, il y a aussi le problème du revenu, enfin voilà, le revenu qui n'est pas toujours au rendez-vous. Donc effectivement, moi j'entends, j'ai quelques réflexions qui m'ont été données de la part des agriculteurs pendant le SPACE. La PAC, pour certains, c'est que l'agro-business. Ben, on oublie que non, chez nous, la PAC, c'est aussi encore beaucoup d'agriculteurs parce qu'on a fait le choix d'avoir un type d'exploitation à dimension humaine. Alors certains disent familiale, moi je dirais à dimension humaine parce que parfois il n'y a pas que de la famille dans l'exploitation agricole. C'est un modèle qu'il y avait au début de la PAC en France et qu'on a gardé, et surtout en Bretagne. Donc la PAC n'a pas non plus cassé notre modèle agricole. La PAC ne bénéficie qu'aux gros, par exemple, j'entends ça aussi. Ben non, la PAC bénéficie à toutes les exploitations, quelle que soit leur taille et leur activité. C'est l'environnement. L'environnement fait partie aussi des évolutions incontournables. Il faut l'expliquer. Moi, je le fais toujours dans une approche, je dirais,
technique, c'est-à-dire environnement est une nécessité, mais aussi une approche économique. Parce que là, parfois, quand on fait de l'environnement dans une exploitation agricole, il y a aussi un retour économique qui n'est pas contestable. Donc, alors, le problème, c'est que on a l'impression qu'en France, on est plus rigoureux sur les normes que dans d'autres pays européens. Il est vrai, mais aussi, là, pareil, il faut aussi expliquer que chaque territoire a ses contraintes et que dans certains territoires comme le nôtre, parce qu'on a la mer qui nous entoure, eh bien, on doit sans doute être plus vigilant. Puis on a aussi une particularité, c'est que nous travaillons, je dirais, sur une autre surface, bien plus exigeant vis-à-vis de notre acte de production que dans d'autres régions françaises. Enfin, c'est tout ça qu'il faut expliquer. Donc, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on sent de la part de nouvelles générations, et je l'ai ressenti tout à l'heure dans l'enquête de M. Pasquier, la nouvelle génération, on a oublié toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir dans la PAC au fil du temps. Et c'est clair qu'à un moment donné, la PAC, c'était uniquement une aide indirecte, hein, soutien au marché. Le paysan, je dirais, n'envoyait pas la couleur directement. Et au fil du temps, donc, c'est devenu une aide directe, hein, que les agriculteurs reçoivent tous les ans, que je considère d'ailleurs pour mon titre personnel comme une aide aux consommateurs. Mais cette aide qui est versée aux agriculteurs doit être justifiée par des normes ou des règles environnementales, agronomiques et autres, et de bien-être animal que l'agriculteur parfois a du mal à comprendre. Voilà, c'est ça l'évolution que l'on ressent à l'heure actuelle. Et puis quand il y a une crise, on a connu la guerre du lait il y a quelques années. Quand il y a une crise, c'est toujours à cause de l'Europe. Il y aura toujours des crises dans le monde agricole. Il faut aussi expliquer que quand on est 6, c'est plus facile à gérer une politique agricole commune que quand on est 28 hier ou 27 aujourd'hui. Et puis demain, on sera peut-être une trentaine, et je l'espère. Donc, il y a aussi peut-être encore d'autres soubresauts qui vont arriver. Il faut aussi l'accepter, mais c'est ça aussi une grande famille. Et l'Europe, pour moi, c'est une grande famille. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que Romain Pasquier a pu nous rejoindre par téléphone. Donc, j'ai cru comprendre si nos échanges décrits en parallèle. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, ben voilà. Il faut que je revienne sur votre présentation. Donc, ce que je propose, c'est qu'on revienne sur les facteurs explicatifs Oui, du sentiment européen des Bretons. très bien. Et puis, une fois qu'on aura fait ces deux éléments, donc on a intercalé le témoignage de M. Ménard, on prendra des questions, des remarques, des compléments sur ces deux parties. Parfait, Alors, merci beaucoup. il faut juste que je vous repartage mon écran. Parfait. Écoutez, je suis désolé un petit peu de ce problème technique. Je pense que je peux reprendre effectivement sur les types de facteurs qui permettaient d'expliquer cette europhilie à la bretonne. Je crois que je vous ai perdu au moment où je terminais le facteur culturel, hein, l'idée qu'effectivement, on est une région périphérique qui a un rapport assez complexe, on va dire, à la centralisation. Hein. On est une région qui a été, rappelons-nous, faut s'en rappeler quand même, tardivement intégrée au Royaume de France. On a très longtemps, jusqu'à la Révolution française, connu une forme d'autonomie et que tout au long du 19e, mais surtout du 20e siècle, la Bretagne, comme d'autres régions, a connu des formes de régionalisme économique, régionalisme culturel et même un peu de régionalisme politique. Ce qui fait que cette périphérie, elle est marquée, elle est caractéristique dans ses paysages, dans son agriculture, dans son monde rural, dans évidemment son articulation entre l'Armor et l'Arvor, hein, entre le monde maritime et le monde rural, et ce qui fait que c'est une identité très forte dans l'ensemble français, sans doute la plus forte avec la Corse, en tout cas la fierté d'être breton, on le voit dans les enquêtes d'opinion publique, c'est souvent plus de 75%, hein, très, très au-delà
de la moyenne nationale, et beaucoup de Bretons se sentent autant bretons que français, et pour 25% d'entre eux, encore une fois, je vous le disais, plus bretons que français. Donc l'Europe des régions, pour une majorité de Bretons, ça a été une façon de s'accommoder avec une relation complexe, encore une fois, on va dire à la communauté nationale lorsqu'elle est vécue de manière trop jacobine, et en même temps de rejoindre une famille européenne où elle a des liens très forts avec le monde, évidemment, celtique, avec le monde de l'Europe du Nord, hein, Écosse, Pays de Galles, Galice, bref, le festival interceltique de l'Orient. Alors, deuxième facteur, c'est le facteur économique. Si, Marianne, vous voulez bien passer, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends et j'avais en fait pris de l'avance malgré moi, donc je suis restée sur D'accord, la d'accord. suite. Très bien. Ah, parfait. J'ai eu peur de vous avoir perdu une nouvelle fois. Donc, je veux bien passer à la slide suivante, si vous voulez bien, Marianne. Voilà. Et donc, le facteur économique, là aussi, il est très important à comprendre. Encore une fois, cette région périphérique a construit un régionalisme économique très, très puissant à partir du début des années 50 autour du CELIB, hein, le Comité d'études et liaisons des intérêts bretons, qui était présidé par René Pleven et qui était animé notamment par Joseph Martret, Michel Fliponneau, voilà, leurs noms ont peut-être été un peu oubliés, hein, des jeunes générations, mais ils ont été vraiment les pionniers, hein, du régionalisme économique et de l'aménagement du territoire en Bretagne. Donc le CELIB va intégrer, hein, le projet européen très tôt dans ses réflexions. Hein. Très tôt, René Pleven va demander, par exemple, que la Banque européenne de développement, qui connaît ses premiers balbutiements dans les années 60, viennent en Bretagne. C'est en Bretagne que l'on va organiser les premiers voyages de fonctionnaires européens, encore une fois au milieu des années 60, lorsque la PAC est créée. C'est aussi en Bretagne que l'on crée le premier lobby régional européen à Saint-Malo, dont l'actuel président de région vient d'être élu président, hein, Loïc Chenet-Girard, il y a quelques jours. Donc et Jean-Yves Le Drian avait aussi été président de la conférence des régions périphériques maritimes d'Europe. Donc une prise en compte très forte, hein, de cet enjeu européen. Et dans les modes d'investissement des politiques européennes, eh bien, le modèle breton d'action publique construit avec l'État et contre l'État, c'est-à-dire à la fois très revendicatif et en même temps très coopératif dans la mise en œuvre, c'est vite retrouvé avec, par exemple, les agriculteurs bretons qui, dès 1986, créent un premier lobby, un Braise Europe. Ils sont les premiers agriculteurs régionaux de France à avoir un bureau de représentation à Bruxelles. La région Bretagne est aussi une des premières régions à la fin des années 80 à avoir un bureau de représentation à Bruxelles. Il y a beaucoup de Bretons à la Commission européenne ou dans les organisations parapubliques qui tournent autour de Bruxelles et de ses institutions. Donc, voilà, ce souci d'avoir un développement par le bas, un développement subsidiaire, rencontre, hein, la philosophie européenne assez rapidement. Et donc, voilà, la Bretagne va beaucoup bénéficier, ça a été dit par Joseph Ménard, à travers la PAC, bien sûr, mais par les fonds structurels européens aussi, hein, la politique de cohésion dès les années 70. Et on peut se dire que le plan routier breton, hein, qui avait été imaginé à la fin des années 60, qui n'est toujours pas terminé, mais qui est quand même là maintenant bien avancé, plus de 80 ans plus tard, doit beaucoup au Fonds structurel européen. Le plan routier breton serait encore plus en retard si on n'avait pas eu toute cette aide européenne. Alors, dernier facteur, c'est évidemment le facteur politique. Facteur politique,
il faut aussi évidemment bien mesurer, et la Maison de l'Europe, d'une certaine manière, est sa fondatrice, en est l'incarnation. C'est que, on va dire, les forces politiques dominantes, la philosophie politique dominante dans la Bretagne de la seconde moitié du XXe siècle, c'est une philosophie politique qui est, on va dire, intégrée dans l'héritage démocrate chrétien qui construit aussi le projet européen. La Bretagne, c'est quoi sur le plan politique? C'est le syncrétisme entre l'héritage démocrate chrétien, donc plutôt un centre droit modéré, et le républicanisme laïque. Mais ces deux forces politiques se rejoignant sur des valeurs autour du travail, autour de la méritocratie, le respect des diversités, l'attachement à la décentralisation. Et donc, on voit bien que le projet européen va être très ancré en Bretagne du fait de l'importance de ces philosophies politiques. Et donc, voilà, le respect de la diversité, le respect des croyances, le monde laïque, le monde confessionnel, la subsidiarité, l'attachement à un christianisme social, tout ça, c'est au cœur du projet européen, comme de la philosophie politique des forces politiques dominantes en Bretagne. Donc, ce n'est pas surprenant, et ce sera ma dernière slide, que finalement, que ce soit à droite ou à gauche, on a vu un attachement très fort des forces politiques bretonnes à ce projet européen, que ce soit la droite alliée à une droite centriste, la droite bretonne n'ayant jamais été une droite très autoritaire, une droite très, on va dire, bonapartiste. Elle est toujours été une droite assez souple, assez libérale, très influencée aussi par la démocratie chrétienne. Et la gauche, notamment la deuxième gauche, très puissante en Bretagne, incarnée par exemple par un Jean-Yves Le Drian, lui-même formé chez les Jésuites à Lorient. Donc, vous voyez, va être aussi très attaché à cette modération politique et à ce projet européen. D'où ces votes europhiles de la Bretagne, bien souvent à rebours de la France. 1992, c'est la Bretagne, et vous rappellerez, voilà, je ne vous la citerai pas parce qu'elle n'était pas très sympathique, mais Charles Pasqua se moquant des Bretons parce qu'ils avaient fait basculer le vote en faveur du traité de Maastricht en 1992. Même chose en 2005, c'est l'Île-de-France et la Bretagne qui font voter, qui votent très fortement pour le traité constitutionnel, mais là, ils ne feront pas basculer le vote des Français. Et puis, même chose en 2014 aux élections européennes ou en 2019. Donc, ça rejoint l'idée que voilà, c'est une terre de modération politique, plutôt rétive aux extrêmes, attachée aux valeurs européennes, mais attention, il ne faut pas croire que la Bretagne est vaccinée contre le populisme et vaccinée contre l'euroscepticisme, c'est ce que disait Monsieur Ménard, parce que ça progresse. On a vu les scores, évidemment, de Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles de 2007-2022. C'est très en deçà, évidemment, de la moyenne nationale, mais ça progresse, et notamment dans les campagnes. Donc, je crois qu'il faudra regarder avec une grande attention ces élections européennes de 2024 pour voir si, voilà, cette Bretagne majoritairement europhile, ce granit europhile résiste toujours au ressac et à la marée du populisme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais partager la dernière diapo pendant qu'on discute, puisque c'est des éléments de bibliographie. Tout à fait. Et je vois qu'on a, on a Catherine qui le fait par écrit au moment où j'allais le faire à l'oral. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, des demandes de compléments ou des éclairages complémentaires à apporter, à vous signaler.
Alors, il y a déjà une question, Marianne, sur une personne qui posait une question pour Monsieur Ménard, demandant si la Maison de l'Europe intervenait uniquement en Ille-et-Vilaine ou à une autre échelle. Non, elle intervient effectivement principalement en Ille-et-Vilaine, parce que quand on est sur les collèges, donc on a une convention avec le département d'Ille-et-Vilaine, mais quand on est effectivement sur les interventions donc dans les lycées, donc convention avec la région, donc on va au-delà de nos frontières, on va même jusqu'à Brest, donc voilà, donc on intervient dans tous les lycées, à la demande effectivement des lycées, hein, c'est pas nous qui nous imposons, mais à la demande des lycées, on peut aller dans tous les départements bretons. Et alors, comme j'ai identifié que la question venait des Côtes d'Armor, il y a aussi un point de contact Europe qui est géré par le département des Côtes d'Armor. Oui. Alors, j'utilise probablement pas le vocabulaire adapté. Si éventuellement, soit une personne concernée dans le public, soit ma collègue qui suit des sujets européens peut apporter des éléments de réponse et des contacts dans le chat. Oui, et je me permets de prendre la parole. Juliette Jeanne, je travaille à la direction de la communication à la région Bretagne. Effectivement, vous venez de le citer, donc c'est Europe Armor. Ce sont, avec la Maison de l'Europe de Rennes et Bretagne, les deux relais Europe Direct de la Commission européenne. Peut-être Monsieur Ménard pourra en dire plus, et qui voilà, interviennent et donnent de la documentation au grand public, hein, qui sont là pour intervenir auprès du grand public, pour informer sur l'Europe et ses institutions. Je suis effectivement nouvellement donc bénévole donc à la Maison de l'Europe. Je n'ai pas non plus toute l'histoire des Maisons de l'Europe en Bretagne. Je sais qu'aujourd'hui, donc celle qui est la plus dotée de moyens humains, pour pas dire autre chose, donc c'est celle de Rennes. Nous avons aujourd'hui effectivement 3 collaboratrices, dont 2 interviennent donc régulièrement donc dans les collèges et lycées. Donc voilà, c'est aussi la capacité à avoir des moyens humains. Donc nous sommes effectivement conventionnés aussi par l'Union européenne. Donc nous avons aussi un budget qui permet donc plus effectivement ce que j'ai évoqué, un soutien du département et de la région, ce qui nous donne les moyens humains pour donc remplir cette mission d'intervention dans les collèges lycées, ce qui n'est pas le cas, j'ai bien compris, dans d'autres départements, dans le Finistère et le Morbihan pour l'instant. Voilà, mais c'est clair que si on voulait remplir cette grande mission qui est de se rapprocher des citoyens de l'Europe, eh bien, il faudrait qu'on puisse développer des maisons de l'Europe à l'image de celle d'Ille-et-Vilaine dans d'autres départements. Enfin, je sais qu'il y en a pour regarder aussi ce qui se passe dans les régions voisines. Par exemple, dans les Pays de Loire, il y en a effectivement presque dans tous les départements qui ont une dimension relativement conséquente avec des moyens humains donc de bonne qualité. Voilà, donc c'est une ambition qu'on peut avoir les uns les autres et j'invite les autres départements donc à nous accompagner. Merci. Et je vois en plus qu'il y a eu de la coopération entre les différents participants qui se sont apportés des compléments de réponse. C'est un avantage du webinaire. On peut avoir des inconvénients quand on a des soucis techniques et un peu de froideur à distance avec tous ces écrans noirs. Et je rejoins M. Pasquier, évidemment, sur l'approche des générations. On se rend compte quand on intervient dans les collèges ou lycées, on a toujours une très bonne écoute. Et on n'a pas, je dirais, d'euroscepticisme, je dirais, dans ces publics. Les jeunes, aujourd'hui, sont très, effectivement, enclins à échanger sur l'Europe, à porter ses valeurs. C'est pour ça qu'on va aussi être très actif dans le début de l'année 2024. N'oublions pas l'échéance effectivement des élections de 2024, le mois de juin, et que voilà, même si certains ne votent pas, parce que quand on est dans les collèges, les jeunes sont trop jeunes pour voter, malgré tout, du fait qu'ils sont, je dirais, aujourd'hui aussi portés par ces valeurs, eh bien, ils puissent aussi échanger donc en famille avec leurs parents, leurs grands-parents, enfin bref, et frères ou sœurs qui ont l'âge de voter, eh bien pour que ces personnes puissent aller effectivement déposer un bulletin dans l'urne. C'est l'enjeu majeur que nous avons. Enfin, on voit bien que la Bretagne est toujours cette sensibilité européenne. Et il faut qu'on puisse le démontrer encore plus à travers de ce rendez-vous du mois de juin. Et donc, les jeunes sont pour nous un élément important. C'est pour ça qu'on est très présent dans les collèges et les lycées. Et puis, quand on voit l'actualité, enfin, pardon, quand on voit l'actualité, on a évoqué effectivement peut-être que un peu l'actualité au sens agricole un peu, mais
l'actualité aujourd'hui au travers des conflits que nous vivons au niveau de l'Europe de l'Est, qui sont à nos portes. Voilà, j'ai souvent entendu Mme Mutin nous dire, grâce à l'Europe, il n'y a plus de guerre depuis 75 ans. Et aujourd'hui, la guerre est à nos portes. Donc, on a besoin aussi de consolider l'Europe, je dirais, de façon plus globale pour affronter donc, ces grandes échéances et ces grands bouleversements mondiaux. On voit bien que la France toute seule aujourd'hui, on le sait tous, hein, c'est à peine 1% de la population mondiale. Et bien, on a besoin de jouer collectif. Et l'Europe, pour moi, c'est un des moyens de jouer collectif par rapport donc, aux grands enjeux et au positionnement de certains. Je pense à la Chine, l'Inde, à la Russie, enfin, voilà, à l'Amérique. Donc, voilà, et ça, c'est des messages que nous évoquons, des discussions que nous avons avec la jeunesse. Et c'est relativement bien perçu. Merci. Je vous invite à allumer votre caméra et votre micro si vous avez une question, une remarque, un complément sur ce que nous avons partagé jusqu'à maintenant. Et puis, si ça n'appelle pas de remarques complémentaires, je vous propose d'accueillir Madame Lydie Massard, donc, qui est élue régionaliste nouvellement. Merci, je vois votre caméra qui s'allume. Nouvellement eurodéputée pour le groupe Vert ALE. Et puis, vous êtes habitante d'un territoire rural breton. Et c'est à ces deux titres-là qu'on a le plaisir de vous accueillir. Je vais peut-être vous laisser vous présenter rapidement avant qu'on... Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, je m'appelle Lydie Massard, je suis députée européenne depuis pas longtemps, depuis les élections sénatoriales du mois de septembre. Je suis donc ce qu'on appelle communément une régionaliste. Je siège dans le groupe Vert ALE, donc c'est un groupe politique qui rassemble les écologistes et les régionalistes. Donc moi, je suis du côté ALE, mais on s'entend très bien, pas de problème. Voilà, j'ai grandi avec l'Europe. Je le dis, je suis originaire de Loudéac, j'habite à Pontivy. Donc des villes moyennes, mais ancrées dans des territoires ruraux. Et j'ai grandi avec cette idée que l'Europe nous avait fait sortir du manque d'infrastructures, voilà, avait permis à la Bretagne de se développer. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que j'entends de plus en plus de choses qui vont pas vers le développement de l'Europe, beaucoup plus de gens qui sont eurosceptiques. Dans mon travail aussi, parce que je suis cuisinière en collectivité, donc j'ai beaucoup de relations avec les agriculteurs, et puis avec toute la chaîne alimentaire. Et c'est vraiment un discours qui se retrouve aujourd'hui. Et bon, les éléments d'explication de Romain Pasquier et de M. Ménard tout à l'heure, je partage absolument. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup. Donc, on vous a proposé de participer à cette discussion aussi pour essayer de montrer à quoi sert l'Europe pour les campagnes et notamment en lien avec ce scepticisme ambiant sur les sujets européens. Donc, je vais vous laisser nous exposer votre point de vue sur cette question-là. Et puis après, comme précédemment, on pourra prendre des questions, des remarques, des compléments. Alors, d'abord sur l'euroscepticisme un peu plus ambiant, on va dire, en Bretagne. Bon, je ne vais pas revenir sur toute l'explication de la PAC. Effectivement, la PAC a été, autant historiquement qu'au niveau budgétaire, a eu un très, très gros poids en Bretagne. Aujourd'hui, avec la diminution drastique du nombre d'agriculteurs, forcément, la PAC a un poids moins élevé. Et donc, on ressent moins les effets bénéfiques de l'Europe en Bretagne. Mais il y a aussi ce sentiment de relégation qu'on trouve dans tous les milieux ruraux, avec les reculs de services publics dans les campagnes, les médecins, les postes, le trésor public, les commerces.
une concentration croissante des emplois dans les pôles urbains, qui conduit à allonger les distances de domicile-travail et donc à augmenter les factures de carburant. Et dans ce contexte-là, l'Union européenne est l'entité politique qui est la plus éloignée de nous. Et elle est jugée par beaucoup inaccessible et parfois, et un mot qu'on entend beaucoup, c'est technocrate, par exemple. Elle est perçue comme technocratique. Et pour beaucoup, donc, l'Europe participe de cette relégation territoriale et sociale. Et puis, il y a aussi parfois des disparités dans le financement de l'Europe, ou en tout cas, il y a des financements qu'on voit plus que d'autres. Et quand l'Europe finance des grandes infrastructures urbaines, eh bien, on les voit. Par exemple, les métros, le métro de Rennes, le tramway de Nantes ou de Brest. Et alors que d'un autre côté, eh bien, budgétairement, l'Europe n'a pas d'influence dans les réseaux de transport en milieu rural, et ni même sur les lignes ferroviaires secondaires. Voilà. De même, on voit bien les financements de l'Europe dans les grandes infrastructures portuaires, aéroportuaires, dans les bâtiments de recherche universitaire ou dans les grands équipements industriels, des grands équipements culturels, mais on les voit bien moins dans nos campagnes. À ce titre-là, j'ai un petit exemple. L'autre jour, j'étais avec un élève du lycée dans lequel je travaillais avant, et puis on a dans notre lycée une mission de lutte contre le décrochage scolaire. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il ne savait pas, lui comme tous ses petits camarades, que là où il était, en fait, dans la classe dans laquelle il était, elle était quasiment entièrement financée par l'Europe. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de la visibilité des financements européens. Le fait qu'il n'y ait plus non plus de députés qui soient attachés à un territoire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les députés, ils sont élus sur l'ensemble du territoire français, ils ne sont plus attachés à un territoire, ça a, je pense, aussi participé de cet éloignement de l'Europe au territoire. Alors, il y a pourtant des financements en Europe et pour la ruralité, notamment le programme LEADER et les groupes d'action locaux, les groupes d'action locale qui mettent en œuvre le programme LEADER sur les territoires. Mais nous, on aimerait qu'il y ait une vraie entité qui soit là pour faire le trait d'union entre l'Europe et les territoires. On voudrait relancer le mouvement des pays en Bretagne qui s'est essoufflé, parce que l'État a vraiment souhaité, ça a été un souhait de l'État, qui a été de renforcer les intercommunalités. Alors, pour ceux qui se souviennent, dans les années 90, le pays centre-ouest de Bretagne avait été un territoire pionnier en France, et même à l'échelle de l'Europe, pour la mise en œuvre du premier programme européen rural Leader. Et à cette occasion, donc, avait été créé le GALCOB, groupe d'action locale du centre-ouest de Bretagne. C'est à la suite de cela qu'en 1999, il y avait eu la loi Voynet, qui avait conforté et généralisé cette dynamique collective dans les territoires ruraux. Malheureusement, enfin, pour moi, pas forcément l'avis de tout le monde, mais en tout cas, la loi Chevènement et la loi MAPTAM, qui est la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, ont recentré les choses sur des logiques de concentration urbaine. Pourtant, les territoires ruraux tirent leur force d'un maillage de petites communes rurales qui offrent l'avantage exceptionnel de faire coïncider un territoire et une communauté d'acteurs qui partagent une vision commune. Et ça, tout à l'heure, Romain Pasquier l'a très, très bien expliqué sur le sentiment breton, le sentiment d'appartenance à un pays. Cependant, les petites communes rurales se trouvent souvent dans la capacité de porter des projets d'envergure au-delà de leur périmètre. Les pays semblent donc être l'échelle adaptée pour développer des projets qui répondent aux aspirations des habitants d'un même territoire de vie. Ils pourraient même être les interlocuteurs privilégiés pour la conception et la mise en œuvre de projets présentés aux régions ou aux services déconcentrés de l'État pour bénéficier du soutien des fonds et des programmes européens qu'ils gèrent respectivement. Et on pourrait même ajouter que pour garantir une vraie cohérence d'action et de proximité des décisions, bien, ce qui semblerait le plus logique, c'est que la gestion de l'ensemble des fonds européens revienne aux régions.
Alors, on peut aussi imaginer d'autres aides de l'Union européenne, les aides à la formation et à la reconversion, les aides aux services du quotidien, les locaux commerciaux, les offres multiservices, les offres de transport alternatives. J'ai là un exemple, par exemple celui de Pleuc-sur-Lier, où la commune des Côtes-d'Armor a inauguré un service qui s'appelle Tartou Go. Donc, c'est un service de voitures électriques qui a bénéficié donc du soutien de l'État, de la région, du département, mais surtout de l'Union européenne via le programme LEADER, et qui facilite les déplacements des habitants des territoires ruraux. Alors ça, ce sont des initiatives qui sont vraiment à mettre en lumière parce que souvent, elles ne sont pas connues. Enfin, en tout cas, l'investissement de l'Europe n'est pas connu des citoyens. Alors, l'Europe doit aussi financer des projets et des lieux qui créent du lien social dans les territoires ruraux. Je pense aux AMAP, aux jardins partagés, aux ressourceries, aux tiers-lieux, etc. Et puis, il y a aussi le programme Interreg qui bénéficie aujourd'hui souvent aux territoires urbains ou littoraux, mais qui pourrait aussi bénéficier aux territoires ruraux. Malheureusement, les collectivités locales des territoires ruraux ne disposent souvent pas des ressources budgétaires et des ressources humaines pour monter les dossiers qui sont nécessaires au financement. Et la région pourrait être d'ailleurs un mouvement, pourrait être le fer de lance d'un mouvement de relance de ces dynamiques collectives en milieu rural. Moi, je considère que la région le partenariat région-Europe est vraiment un partenariat gagnant-gagnant en Bretagne. Alors, je vais terminer en disant qu'il y a eu, il y a 3 jours, à l'Union européenne, le résultat de la conférence sur le pacte rural. Alors, le pacte rural, c'est quelque chose qui a été lancé en 2021 par la Commission européenne. Et le but, c'est de renforcer, connecter et rendre résilientes et prospères les communautés rurales de l'Union européenne d'ici 2040. Alors, vaste projet. Et donc, il y a une dizaine de jours, l'ensemble des ministres de l'Agriculture ont dressé un premier bilan. Ils ont donc reconnu que les zones rurales avaient un rôle crucial dans l'économie, les transitions écologiques et numériques, et aussi dans l'action climatique. Et donc, ils ont aussi souligné que les zones rurales, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de complexe. La définition en France de l'INSEE, c'est qu'une commune est rurale si elle a plus de 3500 habitants. Les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne ont dit que c'était quand même un petit peu plus difficile que ça et qu'aujourd'hui, il fallait faire face à des défis qui sont le déclin démographique, le vieillissement, la connectivité limitée et le sous-développement des infrastructures. Et pour arriver à cela, ils ont proposé donc une approche globale du problème qui implique des citoyens, des autorités locales et les autorités régionales. Et puis, ils ont aussi suggéré des solutions pour attirer les jeunes en facilitant le financement pour le droit à la terre, pour leur offrir des opportunités d'emploi et de formation. Et l'accent a aussi été mis sur les femmes en agriculture qui ont un poids qui est aujourd'hui de plus en plus lourd et de l'importance donc de favoriser des opportunités d'emploi et de participation des femmes à la prise de décision dans les zones rurales. Juste pour conclure, moi je vais dire qu'en fait, il y a vraiment un partenariat qui doit se créer entre les régions, les territoires et l'Union européenne, que ce partenariat il sera vraiment bénéfique aux régions, aux zones rurales, que ça permettra aux zones rurales d'être plus agiles, plus adaptées aux réalités spécifiques et que le sentiment d'appartenance qu'avoir un sentiment d'appartenance régionale favorise aussi le sentiment d'appartenance à une Europe parce que dans tout ça, on est sur
des valeurs qui sont vraiment très importantes. C'est des valeurs de respect, de diversité, et c'est des valeurs qu'on défend, nous, en Bretagne, sur nos territoires. Merci beaucoup. Catherine, je n'avais pas les yeux sur le chat, mais visiblement, pour l'instant, il y a pas de questions. Ouais. pour l'instant, ça n'a pas appelé de questions ou de remarques. N'hésitez pas. C'est tout à fait possible de venir compléter, interroger, demander un complément, même si c'est toujours délicat d'intervenir. Et y compris si vous avez des remarques, notamment de la part de nos intervenants précédents. Oui, Romain Pasquier? Oui, je voulais poser une question à Madame Massard, savoir si elle avait l'impression, enfin, je sais que elle est voilà, récente dans ses nouvelles fonctions, mais est-ce qu'elle avait percevait une présence bretonne importante à Bruxelles et dans les institutions européennes? Je réponds maintenant? Oui. Oui, sûrement plus que pour beaucoup d'autres régions. D'abord, nous, entre députés bretons, on se parle, même si on n'appartient pas au même groupe politique, ce qui n'est pas forcément évident pour les députés des autres groupes en France. À titre d'exemple, là, il y a Bretagne Réunie qui a fait passer une pétition, et l'ensemble des députés bretons, et même par breton, je parle aussi de la Loire-Atlantique, enfin, peu importe l'avis qu'on a sur le sujet, mais en tout cas, l'ensemble des députés, on s'est tous parlé sur cette question, même si on n'a pas, au bout du compte, la même vision des choses, mais on s'est parlé. Et puis, les élus régionaux viennent quand même régulièrement au Parlement européen. Et on a un point d'ancrage, nous, très important, qui est la Maison de l'Europe, juste à côté du Parlement européen. Ce sont des gens avec qui on parle régulièrement, on se voit souvent. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même un vrai réseau breton au Parlement européen. J'avais une autre question pour Monsieur Ménard, savoir si les maisons de l'Europe étaient en réseau à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Est-ce qu'ils avaient voilà, des liens avec d'autres maisons de l'Europe? Est-ce qu'ils avaient l'impression que finalement les activités qu'ils mènent sont comparables, ou est-ce qu'on peut voir des choses différentes? Effectivement, on est en réseau donc au niveau national, parce qu'il y a la Fédération française des maisons d'Europe donc qui existe, qui à mon avis n'a pas, je dirais, les moyens d'avoir effectivement ce que nous souhaiterions, c'est-à-dire un centre de ressources. Hein. Moi, j'ai avant donc exercé des fonctions dans l'instance syndicale où il y avait il y avait la maison mère qui était à Paris et qui nous servait effectivement comme support pour avoir l'ensemble, je dirais, de l'information nécessaire. Là, on n'a pas effectivement avec la Fédération française, je dirais, ce que nous souhaiterions effectivement en tant que fédération nationale. Voilà, donc il y a un réseau aussi breton, il n'y en a pas parce qu'on est tout seul, quasiment tout seul. Et après, au niveau du Grand Ouest, avec les Pays de Loire, effectivement, Pays de Loire, Normandie, nous avons parfois des échanges, nous avons une réunion annuelle. Malgré tout, nous avons une grande autonomie, je dirais, locale. Enfin, voilà, donc, par contre, nous avons une capacité à faire intervenir des acteurs qui soient enfin, européens. Enfin, voilà, quand nous, il y a 3 ans ou il y a 2 ans, on a effectivement souhaité que le DG Agri vienne à Rennes au SPACE, il n'y a aucune difficulté. Enfin, voilà, donc, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on souhaiterait davantage que le réseau national se conforte pour accompagner donc les maisons d'Europe, parce que la nôtre est relativement dynamique. D'autres n'ont pas cette capacité ou ces moyens. Donc, le rôle d'une fédération nationale, c'est d'accompagner aussi le développement et de consolider les maisons qui existent. Donc, oui, il y a sans doute mieux à faire. Il y a sans doute mieux à faire donc, pour consolider ce réseau donc, de liaison entre le citoyen et les institutions européennes.
c'est notre avis, nous, vu de Rennes. Enfin, voilà. Merci pour cette réponse. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par madame qui est intervenue sur le soutien donc, au niveau de l'Europe, je partage, mais pas totalement, enfin, pour avoir été maire aussi de ma collectivité, de ma commune, on voit bien aussi que les projets consistants, effectivement, ils sont tellement parfois compliqués à, à rédiger, et puis il y a des contraintes, mais ce qui est normal, parce que quand vous faites un dossier, vous me demandez du financement européen, tous les pays européens n'ont pas forcément la même rigueur que la France, et donc il faut de la rigueur, effectivement, dans les financements européens. Donc, d'où les dossiers relativement complexes. Quand on a envie, effectivement, d'avoir un projet plus local, il y a des fois non plus, on n'a pas capacité à attendre, effectivement, des délais relativement longs pour obtenir donc un accord de financement. Donc, voilà, je pense que pour des dossiers relativement conséquents qui engagent l'avenir et qui sont le fruit d'une réflexion relativement partagée avec tous les acteurs d'un territoire, les élus, les acteurs, je dirais, socio-économiques et autres. Là, effectivement, s'appuyer sur un financement européen me semble indispensable. Quand il s'agit de projets plus modestes, je pense que la dimension communale ou la dimension aujourd'hui EPCI me semble sans doute la meilleure dimension pour avancer et pour répondre peut-être plus rapidement aux interrogations et aux demandes du terrain. C'était une petite réserve que je faisais par rapport à ce qui n'enlève rien aussi à la demande, effectivement, sur des projets que vous avez évoqués, madame, il n'y a pas de problème. Mais voilà, mais c'est de temps en temps, quand je vois qu'il faut plusieurs années pour déboucher sur un projet européen, je me dis que de temps en temps, on n'a pas forcément le temps d'attendre et qu'il faut peut-être mieux avancer sur un projet avec un financement local. Malgré tout, quand on a des gros projets sur un territoire, sur un pays ou autre, je suis d'accord avec vous, on dégage aussi comme des moyens financiers conséquents qui viennent de l'Europe et qui donne la possibilité aussi aux collectivités plus locales d'avoir une source financière pour faire autre chose. C'était ma petite... du fait que j'étais élu local. Merci beaucoup. Alors, on a deux remarques dans le chat, mais qui n'appelaient pas forcément visiblement des questions ou des compléments, puisque donc Daniel Caillarec du réseau des conseils de développement partage l'analyse de Madame Massard sur le rôle des pays dans ce développement local et souhaite bientôt que le réseau s'y intéresse. Et puis, par ailleurs, Madame Prigent nous souligne l'intérêt des liens entre les pays celtes et l'arc atlantique et qui serait intéressant à développer plus avant, qui, je pense, est une remarque qui fait écho aussi à ce qui a été évoqué par Romain Pasquier et dans les facteurs explicatifs et dans les habitudes de coopération historique qui ont été identifiées. Marianne, je peux peut-être juste faire un Oui, bien complément sûr. là-dessus. Je crois que la région a organisé au Festival interceltique un forum justement celtique où elle a invité plusieurs régions britanniques, enfin en tout cas Pays de Galles, Écosse, et puis une ou deux régions, communauté autonome espagnole de mémoire, je crois que c'est l'Asturie et la Galice. Donc il y a cette volonté. Après, il faut bien voir aussi, et l'Irlande, merci Juliette. Et après, il faut bien voir qu'on se situe aussi dans un contexte post-Brexit pour la Bretagne et qu'elle est en train de se repositionner. Alors là, ça dépasse les forces qui ne sont pas si grandes de la région Bretagne, mais on va dire que les circuits commerciaux de l'écosystème breton, comme normand, est en train de se reconnecter à l'Irlande beaucoup plus fortement, car évidemment, le Royaume-Uni, c'est devenu bien plus difficile. Donc là, il y a, on va dire, dans l'espace atlantique et celtique, on voit quelque chose là qui est en train de se nouer du fait de ce contexte post-Brexit, c'est-à-dire une relation beaucoup plus intense sur le plan commercial, sur le plan des échanges technologiques universitaires avec l'Irlande. Madame Prigent, vous vouliez compléter? Oui, merci à vous et merci pour la qualité des interventions. Oui, je voulais compléter. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font avec les pays celtes, Pays de Galles, Irlande, Écosse, Galice, etc.
Mais ce que je dis, c'est que ça pourrait être intéressant pour lever un peu tous les scepticismes, et on a beaucoup parlé des pêcheurs et des agriculteurs, c'est de peut-être créer des nouveaux liens avec d'autres régions agricoles, d'autres pays européens. Je pense à des régions agricoles de Pologne et puis demain avec des régions agricoles ukrainiennes, parce que il y a des inquiétudes, voire plus que des inquiétudes, et qui créent après des scepticismes. Donc le fait de se connaître et d'échanger en amont, ça peut lever des freins, quoi. Voilà, merci. Je peux compléter par rapport à ce qu'il vient de dire madame. Il y a quelques années, j'étais aussi responsable agricole, donc j'ai aussi conduit de nombreuses délégations donc en Pologne et en Roumanie pour accompagner donc, nos amis agriculteurs donc, polonais et roumains donc, intégrés à l'Union européenne. Donc, nous avons beaucoup échangé donc, sur nos agricultures, avec leur diversité, avec leur approche totalement différente. Le modèle breton ou français n'est pas celui de la Pologne ou de la Roumanie. Malgré tout, nous sommes dans la même Europe agricole, la même Europe au sens large du terme. Donc, ces échanges, madame, ont eu lieu. Malheureusement, ils sont peut-être un peu moins présents aujourd'hui, ce que je regrette d'ailleurs. Voilà, mais c'est une réalité et je suis responsable aussi des jumelages avec ce beau pays qu'est la Pologne et nous avons aussi aujourd'hui l'ambition de travailler avec un troisième pays. J'espère que l'actualité fera que ce sera relativement rapide avec l'Ukraine pour aussi, je dirais, préparer l'Ukraine à rentrer dans l'Union européenne. Voilà, donc vous avez raison, madame, il faut travailler avec d'autres pays et entre autres ces pays de l'Est. Il y a aujourd'hui besoin de conforter, de consolider notre Europe et c'est en échangeant comme on l'a fait, comme on l'a fait aussi en passé. Moi, je me souviens des échanges qu'on a pu avoir aussi avec l'Irlande à un moment donné, enfin, parce qu'on a aussi, vous évoquiez ces régions relativement proches de chez nous, donc l'Irlande aussi, qui est très proche de la Bretagne en termes de climat et en termes de modèle de production. Donc voilà, mais vous avez raison, il faut amplifier nos relations avec les pays qui nous sont parfois un peu éloignés, parce qu'on est totalement à l'ouest, les autres sont totalement à l'est. Malgré tout, il faut le faire. Merci beaucoup. Si vous le voulez, je vous propose de passer à la... Je m'arrête dans ma phrase, on a quelque chose dans le chat. Est-ce que, Madame Bedu, vous voulez intervenir à l'oral pour que ce soit aussi plus confortable pour les uns et les autres? Merci. Oui, bonjour. Non, c'était simplement une réaction à ce que disait Monsieur Ménard par rapport à la collaboration sur les régions et remettre au centre de certaines activités les acteurs principaux. Effectivement, ça s'est fait par le passé et c'est encore le cas et c'est soutenu en tout cas à travers certaines dynamiques par la Commission européenne dans des projets de recherche et d'innovation en tout cas, qui visent à faire travailler ces personnes-là ensemble. C'est des financements qui sont pas très visibles non plus. On parlait de la visibilité tout à l'heure, mais voilà, ça existe et j'espère que ça existera toujours à l'avenir. Merci. Bien. Je vous propose de passer à la dernière séquence de notre rencontre. Donc, sur la question de l'Europe à la campagne, nous souhaitions faire témoigner des jeunes qui avaient participé à un échange ou qui auraient en tout cas été dans la dynamique interculturelle européenne. Et puis, au cours de notre investigation, non seulement on a eu l'occasion de découvrir un espace d'animation jeunesse très motivé, très ancré à Biniquet-Table-sur-Mer, qui est Capacité, qui depuis longtemps organise des chantiers, des échanges de jeunes, mais qui en plus nous a recommandé la toute nouvelle junior association Dépayez-vous. Et donc on va pouvoir accueillir Amran Chamuzo, lycéenne et présidente de cette junior association. Amran, vous êtes bien connecté avec nous? Oui, bonjour. Et en plus avec de l'image, super. Je vous laisse vous présenter et pendant ce temps-là, moi je vais chercher dans mes fichiers pour retrouver la présentation que vous venez de m'envoyer. Du coup, je m'appelle Amran Chomuzo, j'ai 15 ans et je suis présidente d'une junior association depuis pas longtemps qui s'appelle Dépaysez-vous.
et qu'on a créé avec 3 amis à moi pour découvrir un petit peu le monde, découvrir et faire découvrir le monde. Et du coup, c'est une junior association interculturelle. Dans l'idée, on aimerait faire plein de petits projets qui nous permettraient de découvrir le monde. Et puis voilà, en gros, l'idée de l'association. Après, j'ai une petite présentation qui va arriver Il va arriver pour très vous vite. expliquer un peu J'y plus en suis, j'y suis, détail. j'y suis. Après, je tiens à préciser, il y a beaucoup d'écriture dessus. Je vais pas tout lire en détail pour que ce soit pas trop barbant pour tout le monde. Mais c'est histoire que vous ayez un peu les trucs si vous voulez prendre en screen pour revenir dessus, ou sinon, je sais pas si c'est possible de la retransférer derrière s'il y a des gens qui sont intéressés. On peut tout à fait la partager. Et puis, comme on est enregistré, on pourra retrouver le Ah, replay sur nos chaînes YouTube. c'est ça, exactement. Du coup, je vous laisse passer la première diapo. Mince. Voilà. Du coup, ici, vous avez notre présentation un petit peu à nous quatre et Tigam en 5e, qui est notre mascotte. Donc, on a choisi la tortue parce que c'est un animal qui a un peu sa maison sur son dos. Donc, on a choisi cet animal-là pour nous représenter dans nos aventures. Après, ce qui nous rassemble, en gros, c'est de créer des projets et de pouvoir concrétiser plus facilement ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que créer une junior association, c'est une occasion qui est offerte, hein. Franchement, c'est une super occasion pour nous et en fait, ça permet de vraiment pouvoir mener à bien nos projets plutôt que ce soit juste des idées un peu en l'air de bah nous on aimerait bien voyager tous ensemble mais on sait pas trop comment. Là, ça devient vraiment possible et c'est ça qu'on aimait bien aussi dans ce dispositif. On peut passer. Voilà. Il y en a eu une de passée en trop, je crois. Oui, merci. Désolée. Olé, olé. Pardon. Ok, du coup, nos engagements. Donc oui, pour parler de nos engagements, là, vous avez quelques exemples de ce qu'on a pu faire chacun de nos côtés. Je vais pas tout reprendre dans l'ordre, mais moi, j'ai participé au SNU, on a fait des échanges européens, on s'est trouvé aussi des jobs d'été, des trucs comme ça. Donc, pour nous motiver aussi à bosser, à voir comment ça se passe. L'important dans s'engager pour nous, c'est vraiment de montrer qu'on est motivé et de pouvoir mener une vie active et pas simplement passive de on va au lycée, on rentre chez nous, on fait nos devoirs et puis c'est fini quoi. Là, c'est vraiment l'idée de pouvoir s'engager au sein de là où on est, de pouvoir faire découvrir des choses, de pouvoir découvrir des choses sur le monde. L'interculturalité, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Et on peut passer à la prochaine diapo. Et du coup, voilà, nos objectifs. C'est des ateliers, des jeux et activités. On a des projets podcast, une livre de recettes. Enfin, en fait, c'est plein d'idées de projets qu'on est en train de mettre en place petit à petit. Donc, on est très content de ça. Des actions interculturelles et citoyennes, des projets interculturels. On fait des forums de la mobilité internationale, plein de choses comme ça. Et notre projet phare pour l'année prochaine, ce serait le BAFA Julieka. Donc là, ça commence à se concrétiser de plus en plus, donc on est vraiment content. En fait, le BAFA Julieka, c'est un BAFA franco-allemand, donc qui nous valide le BAFA en France et en Allemagne. C'est plus ou moins la même formation que le BAFA, sauf que ça nous permet de partir une semaine ou 2 semaines en Allemagne. Donc pour un stage approfondissement et du coup découvrir un peu du pays aussi là-bas quand on y sera. Voilà. Oui, là on a mis une petite diapo sur la protection de la planète parce qu'on est 4 jeunes, donc 3 de 15 ans et 1 de 16. Et c'est vraiment des sujets qui nous touchent. Donc c'est pas le principal sujet de notre association. Le principal sujet, ça reste comment? Pardon, ça reste l'interculturalité. Mais c'est quand même des sujets qui nous touchent, donc on essaye quand même d'en parler, on essaye quand même de faire des choses. On a fait le World Up Clean Day de la ville de Plouran. Donc, on peut voir les petites photos là en bas à droite. C'est des actions comme ça éco-citoyennes auxquelles on participe. Pour le moment, on n'a pas vraiment prévu d'en organiser.
Mais ça arrivera sûrement. On fera, je pense, au moins 1 ou 2 petits nettoyages de plage, histoire de sensibiliser aussi un petit peu les gens à ça. Mais dès qu'on voit passer des infos sur l'écologie et la protection de la planète, on essaye d'y participer et au moins de montrer le bout de notre nez, histoire de montrer qu'on est là, parce que bah, c'est vrai que c'est des sujets qui sont très intéressants de nos jours et très importants. Donc voilà, on se mobilise aussi tous ensemble. On peut passer à la prochaine diapo. Ok, c'est bon. Ah oui, nos actions. Là, on a pas mal de choses qu'on a déjà faites. Je vais pas reprendre ce qui est sur diapo, il n'y a pas tout dessus. Je vais essayer de vous faire un petit résumé. On a fait des interventions sur les écrans, la technologie, tout ça, au centre de loisirs de Capacité, chez les 6-11 ans. Les enjeux, les plus, les moins, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'était plus de la conversation avec eux, donc on a organisé un atelier d'une heure avec eux. On a un projet podcast qui s'appellerait Récits de voyage, où on pourrait interroger des gens sur leurs meilleurs souvenirs de voyage et un conseil qui compterait donner à quelqu'un qui n'a pas encore voyagé ou qui voudrait voyager. Donc ça, ce serait des formats de 2 minutes, des podcasts à écouter. Après, on a fait beaucoup de forums et d'événements. On a fait notamment la RNJA, qui est une rencontre des juniors associations. Donc, on a pu rencontrer d'autres juniors associations du territoire. C'était très intéressant parce que il y en a quelques autres qui étaient un petit peu basés aussi sur l'interculturalité. Donc, on a pu aussi partager nos projets et se donner un peu des conseils sur ce qu'on a fait. Donc, ça, c'était vraiment bien. On a fait aussi la Game Jam, qui était des créations de jeux vidéo. Donc, pareil, organisé, c'était sur Rennes. C'était vraiment intéressant aussi. On a fait ça à 3 parce qu'il y en avait un qui était parti voyager. On participe au projet Raconte-moi ton monde. Ça, c'est un projet qui est très intéressant. En fait, ça nous donne l'opportunité de discuter, d'échanger avec des jeunes de 7 autres pays différents. Donc, on participe, on fait des activités, on fait des jeux, on participe à tout ce qui est proposé parce que c'est vraiment très intéressant. Donc, on peut discuter avec eux, tout ça, c'est vraiment, vraiment cool. On a aussi pu rencontrer des Amazoniens qui viennent de la forêt amazonienne, qui vivent qui sont complètement détachés du monde, donc qui n'ont aucun contact avec le monde extérieur, et on a pu leur parler. On a eu une journée complète à organiser avec eux et c'était franchement intéressant. Ils ont des problématiques qui sont super intéressantes. On fait les ateliers tous les samedis après-midi à Capacité. Il y a des ateliers interculturels, pareil, découverte du monde. Donc on y participe à chaque fois, on est là. Pas forcément tous les 4 parce que des fois on a des empêchements, mais il y a forcément toujours au moins une personne de l'association qui y va parce que c'est vraiment intéressant. On a tous fait des échanges européens à l'étranger ou sur place d'accueil de personnes, mais on a fait des échanges européens, donc pareil, très intéressant. On a découvert de nouvelles nationalités, de nouvelles personnes. J'ai participé un petit peu comme ici je le fais, j'ai fait la présentation de notre association au Coremob le 7 novembre. On a fait une exposition sur l'Europe en 8 photos. Et après, c'est de l'autofinancement qu'on fait sur des stands. On a un stand pour le marché de Noël. On va aussi en préparer pour pouvoir mettre en place nos projets. On a besoin d'un peu de financement. Donc, on fait de l'autofinancement, des demandes de subventions. Et on est inscrit sur des plateformes comme Jeunes en projet et En route pour le monde, qui sont 2 plateformes super intéressantes sur lesquelles on a fait des partages d'expériences. Voilà. En gros, tout ce qu'on peut dire. Hop, il n'y a plus de présentation. Ou alors c'est moi qui la vois pas. Non, la présentation est bien dit. Ok. Ça, on peut passer. Ça peut être intéressant. C'est plus ou moins le budget qu'on mène. C'est une petite diapo comme ça, histoire de montrer un petit peu quand même, parce que c'est assez compliqué, mine de rien, à notre âge, de gérer les budgets. Donc, on a un petit peu d'aide chez Capacité, mais on essaye de s'investir quand même beaucoup, d'essayer de voir comment ça se passe. Et des fois, c'est pas simple. Donc voilà.
C'est vrai qu'on avait évoqué cette diapo, vous avez proposé de la conserver au cas où, Oui, c'est parmi ça, notre auditoire, il y aurait un mécène des actions de jeunesse. c'est ça. Et désolée, c'est moi qui ai coupé la présentation quand j'ai entendu c'est bon, voilà ce qu'on fait, et je n'ai pas vérifié s'il restait des diapos. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Il en reste encore une dernière petite diapo pour... voilà, on a un Instagram, on essaye d'être assez actif dessus, de poster un peu tout ce qu'on fait, et histoire de mettre au courant un peu les gens de ce qu'on fait. Donc si ça vous intéresse, faut pas hésiter à vous abonner. Voilà, là c'est tout, c'est la dernière diapo. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je suis ouverte aux questions. Je sais pas s'il y en a, j'ai pas regardé, mais Eh ben, en tout cas, il y a un bravo. Et, merci. et ben, je vais proposer à la personne qui a posé la question par écrit de la poser à l'oral. Ça sera plus agréable si c'est possible pour vous. Oui, bonjour. 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 Voilà, Rodolphe Dumouche, donc membre associé au laboratoire discontinué de l'Université d'Artois. Donc j'ai fait mes études en Bretagne, mais je suis actuellement dans le nord de la France. Et donc je suis frontalier et je m'intéresse, j'ai publié notamment sur le droit comparé des jeunes en Europe. Voilà. Mhm. Et je suis extrêmement surpris de voir qu'aucune organisation de jeunes ne compare ses droits avec ceux de nos voisins. Et donc, je vous ai donné quelques exemples là, parce qu'en fait, en France, on est carrément en retard, quoi. C'est-à-dire que vous Ouais. faites encore signer votre orientation scolaire par vos parents, quoi. C'est complètement ahurissant. En Allemagne, c'est même pas pensable. À 14 ans, ils prennent leurs décisions scolaires eux-mêmes. En Angleterre, en Grande-Bretagne, à 16 ans, c'est pas pensable non plus. Et en Écosse, ils sont carrément émancipés. Tout le monde est émancipé à 16 ans. En France, c'est une démarche qui peut être faite que par les parents qu'on donne au compte-gouttes. Voilà. Donc ça, c'est quelques exemples, hein. J'aurais pu comparer en dehors de l'Europe avec la Suisse, il y a des choses similaires. Et les organisations de jeunesse françaises, les organisations lycéennes, ne font jamais ces comparaisons-là, ne revendiquent jamais là-dessus. Je trouve ça complètement incroyable. Je me demande s'il n'y a pas quand même des organisations de jeunes qui pensent à comparer leur statut. Alors, par exemple, Amran, est-ce que vous découvrez comme moi ces grandes différences d'un pays à l'autre? Bah, un petit peu, c'est vrai que nous, c'est encore le début de l'assaut. On n'a pas beaucoup échangé par rapport à des sujets comme ceux-là. Mais c'est vrai que les systèmes parfois sont très différents d'un pays à l'autre, même frontaliers. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont toujours intéressants à traiter. Après, chacun a sa façon de faire. Je sais pas, on n'a pas trop notre mot à dire. Après, on verra bien comment ça évoluera. Mais c'est vrai que c'est des différences des fois qui sont vraiment marquantes, des trucs un peu ahurissants. Alors, Ouais, c'est. j'avais une question pour vous. Donc, vous êtes 4 dans la Junior Asso. On comprend Ouais. que la Junior Asso s'est créée plutôt autour de capacités. Enfin, vous n'étiez pas une bande de copains à l'origine, si j'ai bien compris la logique du truc. Et en fait, vous, comment est-ce que les uns et les autres, vous avez commencé à vous intéresser à l'interculturalité, euh, notamment sur les échanges? Vous disiez que vous avez participé à des accueils. Du coup, moi, c'est des petites, ma maman qui m'a fait voyager beaucoup. On faisait des road trips l'été. J'ai eu l'occasion de visiter presque la totalité de l'Union européenne. Il ne me manque pas beaucoup de pays avant d'y arriver. J'ai fait 21 pays différents que j'ai visités. J'ai fait les capitales. J'ai pas passé forcément beaucoup de temps dans chacun d'entre eux, mais j'ai au moins visité un peu et vu ce que ça donnait. Donc voilà, moi j'ai pris goût à ça pendant ces voyages-là et après du coup en participant à des échanges européens, ça m'a aussi beaucoup aidé. Après, on a Thiago dans l'association qui a fait son stage de troisième à Capacité avec Aude de la structure Info Jeune et du coup c'est par ce biais-là qu'on s'est connus et qu'on a commencé à échanger.
Lui était déjà intéressé par ça à la base. Il a une double nationalité française et portugaise de par son père qui est portugais. Du coup, il était déjà un peu là-dedans. Donc, le fait que je crée une association, il l'a rejoint directement et on s'est tout de suite très bien entendu. Après, j'ai Gabriel qui a son père qui est professeur d'espagnol. Du coup, c'est pareil, tout ce qui est découverte plutôt de ce pays-là à la base. Et après, c'est aussi des thématiques qui l'intéressaient. Et Alexandre qui s'est rattaché à l'association en dernier, qui, lui, c'est pareil, qui a voyagé au Maroc là, très récemment. Qui a pris des petites photos, des trucs comme ça, mais qui a voyagé il n'y a pas longtemps. Et lui était ami avec Thiago à la base. Donc, on était dans le même collège avec Thiago et Alexandre. Et du coup, on se voyait un peu de loin. Thiago et Alexandre étaient amis. Donc, Alexandre, en entendant parler de l'association une fois qu'elle a été créée, s'est rendu compte qu'en fait, c'était des trucs qui l'intéressaient aussi. Et du coup, il voulait nous rejoindre. Et comme je le connaissais et que je savais que c'était quelqu'un de... Comment qui travaillait bien et qui était dynamique, on a accepté de le rameuter à la troupe de l'association et du coup maintenant on est 4 dans l'association et pourquoi pas l'ouvrir à d'autres personnes derrière, mais pour le moment on essaye de rester en petit comité parce que c'est plus simple à gérer. On est entre nous, on se connaît bien et on a moins de problèmes avec le fait qu'il y ait trop de monde, tout ça. Donc pour le moment on reste un petit groupe. Mais si on fait des gros événements comme des échanges européens, on ouvrira sûrement le groupe à quelques autres personnes. Merci beaucoup. En tout cas, il y a eu beaucoup de bravos et dans le chat et dans les réactions. Merci pour votre témoignage. Merci aussi à tous les témoins précédents et notamment avec quand même ces petits soucis techniques qu'on a eu sur la rencontre. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de malchance sur un webinaire des territoires Non. sur un webinaire du réseau rural. Donc, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Je vais laisser Catherine Lédin de l'Institut Agro nous parler de la suite. Voilà, donc c'était pour vous annoncer quelque part le programme de cette année. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, aujourd'hui, on parlait de l'Europe à la campagne et nous prévoyons de se retrouver le jeudi 14 mars aux mêmes horaires de 14 à 16 heures pour aborder le sujet de la ruralité en transition à travers les coopérations ville-campagne. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, j'ai presque envie de dire un sujet permanent. On se souvient, dans les années 2000, on parlait beaucoup des enjeux ville-campagne. Dans les années 2010, on a commencé à parler des contrats de réciprocité entre une métropole et un territoire rural. Aujourd'hui, on voit que ce sujet, il est renouvelé, comme en témoigne la mise en place du plan France Ruralité qui a été annoncé juste avant l'été pour quelque part répondre de manière adaptée aux besoins des territoires ruraux, rémunérer les aménités environnementales que procurent les territoires ruraux à l'ensemble l'ensemble des habitants, hein, pour tous les territoires, pour soutenir aussi les solutions du quotidien et voir refonder en fait tous les zonages d'aide aux territoires ruraux, hein, notamment les zones de revitalisation rurale. Donc à travers tous on voit que ces sujets-là, ils apparaissent régulièrement, ils se renouvellent, ils sont abordés de manière différente. Eh bien, on vous propose, toujours avec un même format, un académique, un scientifique, un témoignage de quelqu'un du terrain, un témoignage de quelqu'un qui va accompagner des acteurs de terrain d'appréhender ce sujet-là. Le jeudi 6 juin, 14-16 heures, de nouveau, un autre webinaire sur ruralité et maritimité. Alors,
là aussi, on sait que si les enjeux des territoires ruraux sont pas toujours assez visibles, toutefois, ils bénéficient quand même de prise en charge. On en a parlé dès ce webinaire, hein, de différentes prises en charge politiques, hein. On a des lois nationales qui sont somme toute assez anciennes, hein, comme la loi des développements des territoires ruraux de 2005. Il y a eu toute l'époque des années 2000 avec le soutien au pays, hein, dont nous avons parlé tout à l'heure, le programme LEADER qui a démarré dans les années 90 et qui est toujours aujourd'hui déployé. Et puis, dans les dernières années, là, depuis les années 2020, la politique de l'agenda rural de la France. On voit aussi que les territoires ruraux disposent d'assemblées avec, par exemple, l'association des maires ruraux ou l'association des nouvelles ruralités. Donc, on voit qu'entre les politiques et les assemblées, il y a un sujet. En parallèle, on voit aussi que les territoires littoraux bénéficient aussi de leurs outils propres, dont peut-être le plus emblématique serait la loi littorale de 86, mais aussi on voit qu'il y a eu aussi un certain nombre de politiques, hein, pour soutenir les territoires littoraux. Donc on pense dans les années 2000, 2010, tous les projets de gestion intégrée des zones côtières, ou aujourd'hui le projet Petit Cousin de Leader, hein, qui est l'acronyme de développement local mené par les acteurs locaux, soutenu par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et l'aquaculture. Les territoires littoraux, comme le soulignait tout à l'heure Romain Pasquier, disposent aussi de leurs propres assemblées. On a parlé de la conférence des régions périphériques maritimes, mais il y a aussi l'association nationale des élus des littoraux. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les questions rurales ou les questions littorales sont conduites en parallèle. Et en fait, le cas des territoires littoraux ruraux, j'ai presque envie de dire l'approche intersectionnelle rurale-littorale, finalement, n'est pas présente. À tel point que on peut se poser la question, est-ce que les territoires ruraux, littoraux maritimes sont des ruraux comme les autres? Donc, comme toujours le même format, on invitera un scientifique, un expert et un témoignage d'un territoire rural littoral. Et je voulais compléter en vous disant que l'ensemble de nos webinaires sont, donc, comme le soulignait Marianne tout à l'heure, enregistrés et puis ensuite mis à disposition sur les chaînes YouTube, soit de la chaire TMAP ou soit sur la chaîne YouTube du Réseau Rural Bretagne. Voilà. Oui, et au passage, comme sur le rendez-vous d'aujourd'hui, nous aurons un petit peu de travail d'édition. Peut-être qu'il ne sera pas disponible aussi rapidement que d'habitude. J'espère que vous avez passé un moment intéressant, agréable malgré les limites techniques, et qu'on aura le plaisir de vous retrouver sur les prochains rendez-vous. Si vous découvrez nos rendez-vous, sachez que vous pouvez récupérer les précédents toujours sur nos chaînes YouTube, et que si vous vous êtes déjà inscrit, a priori, vous recevrez une invitation pour la suite, sauf si vous nous écrivez que vous ne le voulez pas. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à toutes et tous.